Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film La Neuvième Porte. On regarde ça. C'est en avril 2025 que j'ai posté mon premier vidéo sur la chaîne Le Cinéma des Curiosités. J'avais une autre chaîne YouTube avant, mais j'ai décidé de l'arrêter parce que je voulais prendre un break, mais surtout je voulais travailler sur quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Donc j'ai créé cette chaîne-là un peu pour ça. Et ça fait un an, donc je voulais faire quelque chose de spécial, de souligner ça d'une certaine façon. Fait que oui, j'ai changé mon logo comme vous avez pu le voir sur la vidéo, mais aussi sur la page YouTube, j'ai changé un peu les choses. Mais je voulais également parler d'un film qui me tient à cœur énormément. En fait, c'est mon film préféré de tous les temps. C'est le film La Neuvième Porte de Ninth Gate de Roman Polanski. C'est un film que j'écoute depuis qu'il est sorti en 99. Dans le fond, je l'ai écouté cette année-là. Puis depuis ce temps-là, je l'écoute au moins 3 4 fois par année là, facilement. Je me tente pas. Je me tannerai jamais de ce film-là. Donc, je voulais en parler, mais je sais que j'ai énormément de choses à dire sur ce film-là. Et je savais pas trop comment m'y prendre. Au début, je voulais faire un très long vidéo pour parler de tout ce que j'avais envie de parler. Puis j'avais fait un espèce de petit... j'avais posé la question sur YouTube et sur Facebook également, à savoir quel format était le plus intéressant, soit un long vidéo ou plusieurs petites vidéos qui parlent de différents sujets. La réponse la plus populaire, en fait, c'était un seul vidéo. Puis c'est ça que j'avais envie de faire, mais finalement, dans le fond, quand je travaillais sur ce que j'appelle la deuxième partie de ce que j'avais envie de parler, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à dire et je pense que ça serait vraiment trop long en un seul vidéo, donc je me suis dit que j'allais en faire deux. Donc la partie 1, ça va être de parler du film lui-même, de parler de un peu comme une critique normale dans le fond, où je parle de l'histoire, je parle, mettons, de la musique ou whatever, je parle du film en tant que tel. La deuxième partie, ça va être en fait une analyse des gravures qui sont présentes dans le film, donc une analyse plus orientée vers l'occultisme, et ça va être en lien justement avec le film aussi, donc on va déborder un peu du cinéma, on va aller plus dans l'occultisme, analyser les trucs, mais ça va être quand même en rapport au film. Donc, je trouve qu'en faisant ça, en ces deux parties-là, je trouve que c'est ça qui a le plus de sens. Peut-être à un moment donné que je vais sortir le vidéo en une seule partie, une shot. On va voir. Je suis pas contre l'idée. Je vais peut-être le faire. Donc, ouais, ça peut être une bonne idée. Merci énormément à tous les gens qui regardent mes vidéos, qui prennent le temps de les regarder, qui se sont abonnés également. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir discuter de films avec vous. Je parlerai de films là, pendant des heures et des heures sans jamais m'arrêter. Fait que c'est vraiment une passion. Puis le fait que vous embarquez là-dedans, je trouve ça vraiment, vraiment badass. Je vous remercie énormément pour toute l'écoute, pour tous les likes, pour tous les partages. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Fait que merci à vous. Et également, dans le fond, ce vidéo va contenir des spoilers. D'habitude, j'essaie de m'abstenir d'en faire, ou du moins de pas en faire trop. Là, dans le fond, je pense que c'est une analyse entre guillemets, peut-être plus complète, poussée peut-être un petit peu plus loin, donc il va y avoir des spoilers. La Neuvième Porte est un film noir, suspense psychologique et thriller occulte sorti en 1999 et réalisé par Roman Polanski. Le film commence avec le personnage de Andrew Telfer qui s'enlève la vie. Ça commence raide. Dean Corso est un chasseur de livres. Il authentifie des livres anciens, retrouve des ouvrages très rares que des collectionneurs veulent se procurer. Il est comme un mélange entre un antiquaire et un détective privé. Il est rapidement établi comme un homme malhonnête quand il escroque des gens et profite de leur naïveté en achetant un livre de Don Quichotte en 4 tomes qui est très rare pour une somme tout à fait ridicule. Boris Balkan est un riche collectionneur et érudit en occultisme. Il est aussi auteur et fait des conférences sur la sorcellerie. Balkan amène Corso dans sa bibliothèque personnelle où tous les livres ont le même sujet, le diable. Balkan dévoile alors un livre d'une rareté incroyable,
Les 9 portes du royaume des ombres. Il existe seulement 3 exemplaires de ce livre dans le monde, puisque les autres ont tous été détruits. Balkan demande à Corso de comparer son livre avec les 2 autres pour s'assurer que sa copie est bel et bien authentique. Corso apprend que la copie que Balkan a en sa possession appartenait précédemment à Andrew Telfer et sa femme Liana Telfer. Andrew lui a vendu sa copie juste avant de mourir. Corso part donc pour l'Europe, d'abord en Espagne, puis au Portugal et ensuite à Paris, pour comparer le livre, mais rapidement, il se rend compte qu'il est entré dans un monde très dangereux et il devient une cible mouvante. Tout d'abord, Liana Telfer veut récupérer les 9 portes au nom d'un culte satanique. Une mystérieuse jeune femme aux yeux verts le suit partout et semble l'espionner, mais aussi le protéger. Et Balkan resserre son étreinte sur Corso. Et puis, des gens commencent à mourir. Dans quel genre de monde occulte Corso a mis les pieds? Sera-t-il la prochaine victime? Il y a des livres dangereux qu'il ne faut pas ouvrir impunément. Le diable se cache-t-il vraiment derrière la 9e porte? Comme je disais, le film a été réalisé par Roman Polanski et je voulais quand même commencer avec un truc assez important. Dans les années 70, Polanski a été accusé d'un crime très très grave et au lieu de subir sa peine, il s'est enfui en Europe. Donc il n'a jamais été puni ou il n'a jamais servi sa peine au nom de la justice. Je pense qu'il faut en parler parce qu'il faut être conscient de chaque élément par rapport au film lui-même. Certaines personnes vont refuser de regarder la 9e porte pour cette raison, même je dirais toute la filmographie du réalisateur, et c'est une décision que je comprends vraiment très bien. Puis il faut garder en tête que le film parle quand même de corruption, d'ambiguïté morale et de fascination pour le mal. Donc, tu sais, ça peut vraiment être troublant pour plusieurs spectateurs de regarder un film comme ça. Surtout, le fait que le réalisateur a un passé très controversé, ça peut vraiment affecter notre réception et notre position envers le film. C'est important pour moi d'en parler parce que je voulais pas ignorer ça, je voulais pas éviter le sujet ou le balayer en dessous du tapis comme de la poussière. Je trouve ça important d'en parler parce que des crimes à caractère sexuel, il faut en parler, il faut les dénoncer, c'est très important. Donc, j'aurais pas été transparent si j'aurais pas mentionné ce fait-là. Je trouve que c'est vraiment important d'en discuter. Voyons ça comme commencer à analyser un livre et de ne pas savoir que ce livre-là est comme taché d'encre noire. Personnellement, sans ignorer les faits, je pense qu'on peut apprécier un film, on peut séparer l'art de l'artiste. Mais je dis pas ça dans le fond en disant qu'on peut donner une carte passe-égo, réclamer 200$ et aucune conséquence. Je pense qu'il faut rester conscient de qui vient le film ou la musique ou whatever. Il faut rester conscient de ça. Il faut pas justement balayer ça en dessous du tapis comme je disais tantôt. Il faut rester conscient de ça. Puis c'est pas parce que je pense qu'on aime le film qu'on peut pardonner nécessairement tous le truc que cette personne-là a commis. C'est sûr que je vais parler en bien du film, ça reste mon film préféré. Puis c'est sûr que je vais complimenter les choix de réalisation par rapport au film. Mais je le fais d'une perspective sincère, sans masquer les crimes qu'il a commis, ni pardonner sa fuite. Il faut rester vigilant, surtout quand on parle d'art et d'occulte. La connaissance a un prix et il faut faire la part des choses de façon consciente. Le scénario du film a été adapté en fait d'un roman, le roman Le Club Dumas de l'auteur espagnol Arturo Reverte Pérez. D'ailleurs, le film et le livre ont des différences assez marquantes. Le livre raconte 2 histoires, donc on a l'histoire des 9 portes de Corso et de tout ce qui se passe dans le film, mais on a également une autre partie qui est presque aussi, sinon plus importante que celle des 9 portes, qui est en fait une espèce de recherche sur un livre perdu d'Alexandre Dumas et d'une société secrète qui sont des admirateurs de Dumas, qui brouillent les pistes ou qui font du ravage également. Donc c'est quand même 2 histoires assez distinctes. Polanski a tout enlevé ce qui avait rapport avec Alexandre Dumas pour se concentrer sur l'enquête des 9 portes. Et pour moi, je pense que c'est une excellente décision. Je trouve que ça fait vraiment plus focusser le film sur une seule quête au lieu de s'éparpiller dans plusieurs. C'est sûr que pour un livre, on peut se permettre d'avoir plusieurs intrigues simultanément, t'as plus de temps pour décrire tout ça. Un film doit être plus serré, plus tight, donc ça sert à rien de s'éparpiller dans plein d'affaires. Et selon moi, l'enquête des 9 portes est vraiment l'histoire qui est comme la plus intéressante.
C'est vrai que j'ai vu plusieurs fois le film, des dizaines et des dizaines de fois avant de lire le livre, donc c'est sûr que ça teinte mon appréciation. Les personnages sont différents. Corso est beaucoup plus sombre, beaucoup plus cynique, froid et pratiquement immoral, alors que dans le film, il est comme beaucoup plus attachant, même si on sait qu'il est fourbe direct au début, il y a quand même vraiment un côté plus attachant. La fille qui l'espionne, la fille blonde, est pas beaucoup présente dans le livre, on la voit, mais elle est vraiment moins centrale. Balkan est comme moins obsédé. En fait, ça s'appelle même pas Balkan, je me rappelle plus de son vrai nom, j'aurais dû chercher ça, mais j'ai pas cherché. Mais en fait, Balkan est comme moins obsédé un peu, puis la fin également est vraiment très différente. On peut commencer la critique avec les acteurs. Dean Corso est interprété par Johnny Depp. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de présentation. Personnellement, j'ai une relation un peu amour-haine avec lui. En fait, pas avec lui en termes d'humain, genre, mais plus en termes de ses performances d'acteur. Je trouve qu'il est vraiment un très bon acteur, mais des fois, j'ai de la misère avec le style de jeu qu'il utilise pour certaines performances. En fait, je pense que j'ai vraiment de la misère avec son style de jeu très excentrique, qu'il utilise beaucoup pour les films de Tim Burton ou pour Le Pirate des Caraïbes, entre autres. C'est pas une critique méchante en disant ça, parce que c'est pas les films Pirates des Caraïbes, c'est pas des films que j'ai regardé. J'ai regardé le premier, puis c'est pas des films que j'ai tant aimé que ça. Je suis conscient que c'est des films que le monde adore, puis que le monde parle surtout de la performance de Depp là-dedans, parce que comme il vole le show à tout le monde. Moi, c'est un genre de performance qui m'atteint moins, qui me fait moins triper, fait que c'est ça. Fait que des fois, j'aime son style de jeu plus limité, comme dans Édouard Main d'Argent. Ça, c'est un film de Tim Burton que je trouve qui est très très limité, mais qui fait passer énormément de choses dans son regard, dans sa façon de jouer, alors que des fois, il est comme juste over the top, puis c'est comme, pour moi, c'est plus énervant. Ici, Depp joue vraiment très sobrement, et ça marche vraiment avec le style de personnage qu'il fait. Tu sais, Corso est calme, silencieux, il est intellectuel, on voit qu'il parle pas pour rien dire. Quand il parle, c'est vraiment pour quelque chose de vraiment précis, puis il se lance jamais dans des grands monologues non plus. Il est plus observateur, puis j'aime vraiment ce côté-là. Puis comme je disais, même si on sait que le personnage est comme fourbe, on voit que il fait comme arnaquer les gens, il achète le Don Quichotte en 4 volumes pour, je pense, c'est 4200$, puis ça vaudrait, selon mes brèves recherches, ça vaudrait genre 30 000$ comme affaire. Fait, il a vraiment arnaqué le monde, puis le monde, il répète souvent au long du film qu'il est connu pour être un peu croche, puis pas correct avec le monde. Fait que il est connu pour ça, mais malgré tout, on sent un certain charme, un certain attachement, même si le personnage est comme pas fin, pas gentil, ou qui fait des trucs croches, ben on a une certaine fascination pour lui, puis on l'apprécie en tant que personnage. On sent que c'est un homme loyal quand même, mais il est prêt à enfreindre les règles si ça l'avantage, mais pas nécessairement non plus à n'importe quel prix. Quand Lyanna va voir Corso dans son appartement pour essayer de racheter le livre des 9 portes, elle lui propose de l'argent, elle lui dit que il pourrait organiser une espèce de vol qualifié, quoi de même. Puis il refuse toutes ses offres, puis elle dit, mettons, j'ai beaucoup d'argent, puis il fait comme juste, je suis vraiment content pour toi, genre, mais c'est comme, il dit, mais t'es un mercenaire, tu travailles au plus à celui qui a le plus d'argent, il fait comme, je suis professionnel. Fait malgré le fait qu'il est fourbe, il y a quand même une espèce de loyauté intéressante. You work for money, I take it. What else? I have a great deal of money. I'm very happy for you. I'm a professional, ma'am. You're a professional mercenary. Mercenaries work for the highest bidder. I make a living. Un truc intéressant, mais peut-être un peu bizarre, c'est le fait que Roman Polanski, après la sortie du film, il a dit dans les médias qu'il aimait pas la façon que Johnny Depp a interprété Corso. Il dit que c'était pas ça qu'il avait dans sa tête, c'était pas la vision qu'il avait du personnage, mais il a comme juste pas dit. Puis c'est weird, parce que c'est comme, c'est toi le réalisateur du film, t'es supposé de diriger tes acteurs puis de leur dire comment t'as envie qu'ils jouent le personnage selon ta vision. C'est littéralement ça, la job du réalisateur. Ils ont plusieurs jobs, mais il reste qu'une des jobs principales, c'est de diriger les acteurs. Puis là, comme il a pas dit, puis en plus, c'est comme un gars, Polanski, il faisait des films depuis 30 ans. C'est comme,
qu'est-ce que tu fais à pas y dire? Puis Johnny Depp a répondu plus tard dans une autre entrevue que il disait la même chose. Il disait, c'est la job du réalisateur de diriger l'acteur, puis de provoquer les choses, puis de le diriger vers là où la vision du réalisateur veut aller. Fait que c'est comme vraiment une drôle de situation. Mais personnellement, même si je suis complètement d'accord avec ce que Johnny Depp a dit, moi je trouve que la façon qu'il a de jouer Corso, c'est vraiment la meilleure façon. Je trouve que son jeu est absolument parfait. Il traite le personnage et les situations dans lesquelles il est de façon vraiment très sérieuse. Et également, Johnny Depp joue beaucoup avec son regard fatigué, ses silences, sa façon de fumer, sa posture relâchée. Il donne l'impression d'être un détective fatigué, un bibliophile obsessionnel, un homme qui flanche pas devant le danger, mais qui intellectualise vraiment tout. Son jeu est presque somnambulique. Comme si Dean Corso marchait déjà un peu naturellement vers la connaissance interdite, vers Lucifer et la lumière finale. Même face à la mort, Corso reste froid, il réagit pas du tout avec émotion. Quand il apprend que le collectionneur Victor Fargas a été tué, il réagit pas vraiment non plus, il bronche pas. La seule affaire qui réagit à un moment donné que moi me fait rire, c'est vraiment dans cette scène-là également, où ce que la fille lui dit que le corps de Fargas est dans la fontaine. Elle fait comme pointer la fontaine, lui il regarde la fontaine, puis après ça, il repointe un peu encore une fois, puis lui il regarde genre « Hey, tu me niaises, hey, tu te fous de ma gueule, fais-me donc ta gueule, toi. » Son regard est vraiment, là, vraiment fucking cool. Au début du film, Corso est vraiment un petit peu plus cynique, puis on voit qu'il fait vraiment ça uniquement pour l'argent, il n'y a aucun autre motif, mais très subtilement, plus le film avance, plus on se rend compte que la quête dans laquelle il est, elle devient beaucoup plus personnelle. Son jeu change pas radicalement, puis ça c'est un truc que je trouve vraiment cool, c'est pas genre il agit comme deux personnes différentes, mais très subtilement on voit son intérêt, il prend ça de plus en plus à cœur, puis c'est vraiment subtil, mais tout est dans justement le minimalisme de son jeu, puis ça le rend je trouve hypnotique, autant comme personnage que comme l'acteur qui l'interprète. Je trouve que c'est vraiment in the zone. Nous avons ensuite Frank Langella dans le rôle de Boris Balkan. Langella est un acteur de talent incroyable et j'adore vraiment son interprétation. On voit tout de suite que Balkan est un homme cultivé, un passionné obsessif, et on voit vraiment rapidement à quel point son ego est enflé. C'est un truc que je vois parfois chez certains occultistes, qu'on voit que ils croient vraiment tout savoir, puis qu'ils ont la science infuse, puis que l'ego est vraiment, vraiment, vraiment très fort. C'est quelque chose qui existe. Puis un truc que je trouve le fun dans la façon que Langella le joue, c'est assez subtil pour pas que Balkan soit l'espèce de super vilain caricatural, méchant, qui se roule les moustaches puis qui rit à gorge déployée. Mais en même temps, c'est assez flagrant pour qu'on s'en aperçoive vraiment très vite puis qu'on réussit à comprendre le genre de gars qui est. Avec sa posture très droite, ses petits sourires en coin, la tournure de ses phrases. Mais un autre truc que je trouve cool dans sa performance, c'est le fait que son calme, sa façon de parler, l'utilisation des silences entre deux phrases, ça marque vraiment... Ça marque le fait qu'on comprend tout de suite que Boris est un gars extrêmement dangereux. Puis quand on y pense, Boris c'est pas un personnage qui est très très présent dans le film. On le voit un peu au début du film lorsqu'il donne la quête à Corso carrément. Il explique les 9 portes, il explique la quête et il l'envoie. Et on le voit un petit peu à la fin dans le rituel du culte satanique et dans son propre rituel aussi à la fin. Mais en gros, on le voit 10-15 minutes dans le film, vraiment pas plus. Mais on comprend que ce gars-là est dangereux, puis tout le long du film, on a quand même sa présence en termes de coups de téléphone qu'il donne à Corso. Fait qu'on n'a même pas besoin de le voir, juste la façon qu'il parle au téléphone, qu'il fait ses silences. On comprend que l'étau se resserre autour de Corso, puis que le gars, il niaise pas avec la POC, il est vraiment là pour la business, puis si tu sais pas ce que t'as à faire, là, ça va vraiment barder pour toi. Fait que je trouve ça vraiment quelque chose de très talentueux, parce que oui, le scénario est vraiment bien écrit, je veux dire, le personnage de Balkan, il est bien écrit, mais en termes de performance, pour que sa performance, même si on le voit pas, elle soit aussi présente que ça, aussi dangereuse que ça, qu'on le ressente,
Selon moi, ça prenait quand même un acteur de talent pour réussir ça. Emmanuelle Seigné interprète le rôle de la fille, aussi appelée Green Eyes. Son personnage est mystérieux et on sait jamais vraiment tout à fait ses intentions à part à la toute fin, puis même là, c'est pas nécessairement explicite à savoir qui elle est. Ça a donné naissance à quand même de beaucoup de théories des fans. Si vous allez sur internet, vous allez voir, il y a bien du monde qui disent bien des affaires. Je dirais que la théorie qui est comme la plus probable, ça serait qu'elle serait en fait la prostituée de Babylone qui est présente dans l'Apocalypse de Jean. Parce que dans cet Apocalypse-là, dans la Bible, il est dit que la prostituée est sur une bête à 7 têtes. Puis on voit carrément dans la gravure cette image-là. Donc c'est la théorie qui est comme la plus prévalente, si je peux m'exprimer mal ainsi. Je trouve vraiment que son casting est intéressant parce que elle a vraiment un aura de mystère autour d'elle. Personnellement, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, mais c'est pas une beauté typique comme on est habitué de voir, particulièrement dans les films hollywoodiens. Elle a vraiment un visage vraiment particulier. Puis on voit qu'elle est jolie, mais en même temps, on la trosse pas tout à fait. Puis le fait qu'elle fait ses regards, puis ses sourires, tu sais, elle a vraiment catché l'espèce de mystériosité de son personnage. Même si on comprend assez vite que dans le fond, elle protège, on sait pas trop pourquoi. Tu sais, c'est-tu pour une bonne chose ou une mauvaise chose? Fait que tu sais, on doute tout le temps un petit peu sur son personnage. Puis je dois dire que j'aime vraiment les passes où on voit vraiment son regard intense où elle est en train de lancer une espèce de sort à Corso, où que ses yeux illuminent d'un vert vraiment incroyable. Sa posture, son regard vraiment intense, puis son sourire, je trouve que ça fait une image vraiment, vraiment badass. Fait que, c'est fucking cool. Dernière actrice que je vais nommer, je vais parler de Lena Olin, qui joue Lyanna Telfer. Encore une fois, c'est un très bon casting. Personnellement, je connaissais pas l'actrice avant de voir ce film-là, puis je pense que je n'ai pas vu aucun autre film dans lequel elle a joué, mais je trouve que sa performance ici est vraiment on point. Elle est vraiment élégante, incroyable, mais vraiment quand même terrifiante. Oui, elle est séduisante et oui, elle joue son rôle de femme fatale à la perfection, mais on sent que derrière cette façade-là, se cache une femme qui est vraiment intelligente. Puis on se rend compte de ça, surtout dans des petits détails comme lorsqu'elle va justement essayer de récupérer le livre de Corso. On voit qu'elle essaie de le séduire puis d'être toute gentille. Puis quand que Corso se retourne pour aller chercher du whisky, ben là on voit que son visage change complètement. Puis on voit que ses intentions, là, c'est juste le livre, c'est juste de récupérer l'affaire puis de remettre les choses comme elle veut qu'elle soit. Fait que tu sais, c'est le fun de voir ces petits trucs-là. Puis c'est un truc que j'aime vraiment dans le film. Je vais en parler un petit peu plus tard dans ma critique, mais le fait que les petits détails comme ça sont vraiment un peu partout pour donner plus de char autour de l'os des personnages puis de certaines idées occultes. Je trouve que si tu regardes le film d'une façon vraiment normale, tu vas avoir le trailer que tu veux puis tu vas l'aimer ou tu vas pas l'aimer. Mais quand tu te mets à analyser certains petits détails dans l'image, certaines réactions des personnages, on voit que les choses sont pas tout à fait comme elles devraient être, ou qu'il y a plus de choses à déduire. Puis ça, c'est un truc que j'aime, parce que j'aime les films qui nous forcent à réfléchir, qui nous forcent à analyser ce qui se passe. Ça, je trouve ça trippant. Puis ce film-là, c'est carrément ça. Fait que même dans cette part-là que je dis, où ce qu'on voit qu'elle change, on voit qu'elle est toute séduisante puis gentille, puis on voit que c'est une façade, parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est le livre, peu importe ce que ça écoute. On voit vraiment que de pas avoir le livre, c'est comme une grosse crap dans sa vie. Fait que je trouve ça cool d'avoir parsemé le film de plein de petits détails comme ça. Un autre truc que j'adore du film, c'est le ton du film. C'est un des rares films qui est basé sur l'occulte et qui traite ce sujet-là de façon sérieuse. Dans la plupart des films qui parlent d'occultisme ou de magie, on a souvent droit à beaucoup de clichés, à beaucoup de trucs qui sont soit complètement faux ou vraiment mal compris par les scénaristes. L'occulte est vraiment exagéré, c'est dramatique, intense, c'est comme plein d'effets spéciaux puis tout ça, alors que The Nine Gate l'aborde vraiment d'une façon plus discrète, silencieuse et intellectuelle. Il n'y a pas de rite sanguin
sanglant, de possession, de démons qui sortent des flammes, il n'y a pas de cris, du sang qui gicle partout. Je suis pas en train de dire que ces trucs-là sont pas fucking cool. J'adore ce genre de film-là quand même. C'est vraiment, vraiment nice. Puis même si les films qui sont comme plus magiques, puis qui prennent tout ce que je viens de dire, puis qui font ça, je vais aimer ça pareil, parce que j'aime les films, puis j'aime différentes visions. C'est juste que je trouve ça cool qu'un film a osé parler de l'occulte d'une façon vraiment respectueuse et beaucoup plus sérieuse que la plupart des films. Le film se concentre vraiment sur l'histoire, les personnages, sur les gravures, mais aussi sur les vieux symboles. Le surnaturel est surtout suggéré et reste assez ambigu. On a l'impression que le film est bâti comme une lente progression initiatique. L'occulte semble réel, ancien, dangereux, mais fascinant. Malgré tout ça, le film évite de tomber dans le piège de la pédanterie ou de l'intellectualisme snob. Il se prend pas trop au sérieux, juste assez. Il nous offre même des moments assez drôles et beaucoup plus légers. T'sais, le fait que le code de l'élévateur de Balkan, puis le code pour sa pièce de livre sur le diable, son code c'est 666, fait comme ça peut pas être plus cliché puis cave que ça. Mais en même temps, on sent que c'est vraiment assumé, puis que c'est comme ça fit avec le ton quand même de ces parties-là. On a aussi le fait que Corso se fait tout le temps casser à la gueule tout le long du film. Je veux dire, il fait absolument rien d'héroïque, il fait juste se faire tabasser. Puis tu sais, il y a le fait aussi l'espèce de relation ou du moins la conversation qu'il y a avec la baronne Kessler. Tu sais, ça a vraiment un ton plus léger, plus drôle également. La baronne est comme vraiment le fun comme personnage. Fait que tout ça, c'est comme et beaucoup d'autres choses. Il y a certains moments dans la musique que je vais vous parler tantôt qui qui rend les trucs plus légers aussi. Puis le contrôle que le réalisateur a sur son film est vraiment incroyable. Il sait justement quand relâcher la pression, quand mettre un petit peu d'humour, un petit peu plus de légèreté, mais il sait aussi quand rajouter un peu de mystère puis du thrill. Fait que je trouve que c'est vraiment une très bonne balance. Un truc que je trouve vraiment intéressant puis que j'avais jamais remarqué avant, je l'ai vu en fait sur une autre critique du film La 9e porte, c'est le fait qu'il y a une espèce de hiérarchie des occultismes dans le film. On a le portugais Victor Fargas qui est un très gros collectionneur, mais en même temps on voit que le contenu des livres l'intéresse pas vraiment beaucoup. Il parle majoritairement de la pochette rigide ou de l'artisanat du livre en tant que tel, donc il est peut-être, mettons, entre guillemets, au stade 1. On a ensuite la baronne Kessler qui, elle, a dédié sa vie au diable. Elle dit qu'elle l'a vu quand elle était jeune. Dans le fond, elle a une grande connaissance sur le sujet, sur l'auteur. Elle a participé à beaucoup de rituels aussi dans sa jeunesse. Mais on voit qu'elle n'a pas une très grande connaissance sur les gravures. Elle n'a pas vraiment analysé beaucoup le truc. Elle le connaît, mais sans l'avoir vraiment analysé en profondeur. On peut peut-être parler de stade 2. On a ensuite Lyanna qui, elle, est consciente du pouvoir du livre, mais elle décide de ne pas l'utiliser pour ce qu'il est en général, et seulement pour diriger, avoir le pouvoir sur son culte du serpent d'argent. Donc c'est vraiment, là, elle utilise ça à des fins égotistiques, je peux dire. Fait qu'elle est peut-être au stade 3 au niveau de connaissance pure. Si on retombe au stade 1, on a peut-être aussi tous les gens de l'ordre du serpent d'argent, dans le fond, tous les membres du culte de Lyanna. C'est des gens qui sont riches et célèbres puis qui pensent qu'ils doivent leur fortune et leur grand privilège au fait de l'affiliation avec l'ordre et avec le prince des ténèbres. Bon. Je me demande si ça existe vraiment, ce genre d'affaires-là. Puis, au stade 4, on pourrait dire qu'on a Boris Balkan, qui est vraiment un érudit, qui connaît de long et en large le sujet de la sorcellerie, du livre en tant que tel. On voit qu'il comprend vraiment la valeur du livre, qu'il sait que les gravures sont définitivement la clé pour ouvrir la 9e porte. C'est juste qu'il ne sait pas tout à fait encore comment le faire, mais il connaît vraiment énormément son sujet. Encore lui, il est comme un peu coupable de utiliser ces choses-là pour obtenir le grand pouvoir, puis nourrir son ego de façon incroyable. Donc lui, je pense qu'il peut être au stade 5. Et au stade 6, je placerais Dean Corso parce que au début, oui, il commence avec pas tant de connaissances sur l'occulte, je pense. Je pense qu'il connaît les livres, mais il connaît pas nécessairement toutes
les rituels, toutes ces affaires-là. Mais en fait, ce qui le différencie des autres, c'est que lui, il poursuit vraiment une quête. Tandis que, mettons, comme Balkan, il fait comme envoyer quelqu'un à sa place pour trouver des réponses, alors que Corso les vit, les expérimente, c'est lui qui traverse les obstacles, c'est lui qui utilise un peu l'occultisme d'une façon, du moins dans la façon dont on interprète le véritable occultisme. C'est lui qui traverse toutes ces épreuves-là. Donc, il se vante pas de ça, il se corrompt pas non plus pour ça, parce qu'on sait qu'il est déjà un peu croche, fait que dans le fond, il change pas sa personnalité pour ce qui est, il cherche pas nécessairement le pouvoir, il fait juste marcher, il arrête pas devant les obstacles, puis il déchiffre lui-même les véritables mystères. C'est lui, oui, la fille l'aide, puis c'est probablement à cause qu'elle sait que lui, c'est comme un vrai explorateur silencieux, mais c'est ça, c'est lui, il est peut-être au stade 6, puisque c'est lui, en fait, qui réussit à ouvrir la 9e porte. La musique du film est un aspect super important du film et ça serait juste complètement fou de ne pas le nommer. Elle a été composée par Wojciech Kilar, qui est un compositeur polonais qui a fait quand même une coupe de bandes sonores. Il a fait Bram Stoker Dracula de Francis Ford Coppola, il a fait le show Truman et il a fait aussi le pianiste de Polanski. Je suis pas un expert en musique, j'adore vraiment toutes sortes de musique, mais je suis pas un grand connaisseur. Mais je peux dire que le compositeur a totalement compris le ton, l'essence du film. Il a tellement apporté une bande sonore qui colle aux images, il a compris tout ce qu'il fallait. Je trouve que la bande sonore est absolument parfaite. Il y a plusieurs thèmes principaux qui reviennent au courant du film. Donc, c'est pas tout le temps le même qui se répète, mais on entend souvent les mêmes thèmes qui reviennent à certains moments du film. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça crée une cohérence dans l'univers du film. C'est un truc que j'adore. Même autant les années 80, il y avait, mettons, des films d'action qui avaient tout le temps un thème précis qui jouait tout le temps. Même des films d'horreur comme Halloween, que je nommais des fois dans une autre vidéo. Tu sais, le fait qu'il y ait tout le temps un thème attaché au film, je trouve ça cool. Mais lui, il y en a plusieurs. Fait que dans le fond, ça devient pas redondant de tout le temps entendre la même tune. On attend les mêmes, mais c'est tout le temps un peu modifié, c'est tout le temps un peu changé. Fait que, tu sais, c'est super intéressant de la façon que ça a été fait. On sent que c'est très orchestral, mais on sent que c'est loin aussi de la grosse musique intense et dramatique qu'Hollywood fait. On sent vraiment beaucoup plus l'influence européenne dans cette musique-là. On a beaucoup de thèmes plus sombres, plus mystérieux, plus tendus un peu, mais on a aussi des thèmes qui sont beaucoup plus légers, qui renforcent un peu ce que je disais plus tôt par rapport aux moments plus enjoués ou plus drôles. Il y a comme un thème en particulier que je trouve le fun parce que justement, il est un peu... tu sais, il reste dans la même vague que les autres, il détonne pas des autres, mais il y a vraiment un ton plus léger qui... Comme si le personnage fait comme pom 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 pom. Pom 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 pom. Mais comme je disais, je trouve vraiment que la musique enveloppe vraiment les images du film. Je trouve que un va avec l'autre, c'est pas dissonant, ça marche au bout. C'est vraiment quality. Parlant d'image, on pourrait parler de la direction photo ainsi que des lieux de tournage. Polanski a dit en entrevue qu'il adorait le travail du directeur photo Darius Khondé. J'aime sa lumière parce qu'il sait comment la rendre à la fois sophistiquée et réaliste. Elle nous garde sur le bord du fantastique, alors quand le film bascule dans le surnaturel, le ressenti n'est pas artificiel. Je suis absolument d'accord avec tout ceci. La lumière est pas super contrastée comme dans beaucoup de films de magie qu'on est habitué. La lumière est beaucoup plus sobre, mais très élégante aussi. Ça convient tellement au thème du film aussi. La musique, comme le surnaturel, il est pas spectaculaire.
il est discret. Les mouvements de caméra sont lents, il y a beaucoup de plans fixes, puis le montage est pas rempli de coupures un peu partout. Même dans les moments d'action, la caméra, elle panique pas, elle reste en observation distante. Mais surtout, c'est que la lumière fait ressortir d'autres points qui est comme vraiment intimement lié à la coolitude du film, les lieux de tournage. La partie de New York est plus ordinaire, pas particulièrement intéressante du point de vue visuel, mais c'est exactement ce qui fait contraste avec tout le reste du film. Dès que Corso s'en va pour l'Europe, les paysages deviennent vraiment hypnotiques. Des villes médiévales, ancestrales, des rues étroites, pavées, labyrinthiques, des châteaux anciens, des manoirs en décrépitude, des bibliothèques privées. C'est pas juste des villes normales, mais des lieux authentiques, des bâtiments anciens qui enveloppent le film dans une espèce de aura mythologique. Moi, déjà en partant, tous les lieux qui sont vieux, historiques, anciens, qui sont un peu décrépits, usés par le temps, je trouve ça super beau. Je trouve ça vraiment beaucoup plus attrayant à l'œil des trucs comme ça que des trucs vraiment modernes, super clean, super stériles et froids. J'adore la chaleur un peu que procure toutes ces vieilles affaires-là. Fait que c'est sûr que je suis vendu d'avance. Mais en même temps, je trouve que la réalisation, la lumière, la direction photo donne une puissance à cette image-là qui est vraiment, vraiment super fascinante. Puis que dire du livre lui-même? Il est tellement beau, il a tellement la classe, il est cool, il est comme, il look, là, c'est comme, tu veux le tenir, genre, puis le sentir, c'est vraiment malade. Bon, déjà en partant, le look des vieux livres, je trouve ça beau, je trouve ça sublime, les vieilles couvertures rigides, tu sais, tout avec l'artisanat dessus, tout est beau, puis tu sais, c'est comme, on sent que le passé, il y a comme des traces de ce passé-là, il y a, puis tu sais, des bibliothèques remplies de vieux livres de même, c'est beau, puis tu te dis que la connaissance qu'il y a là, c'est... Ah, je suis juste un gros fan de ça. D'ailleurs, pour me vanter un petit peu, faire mon petit fraîchier, je voulais vous montrer un livre que je me suis procuré il y a un petit bout de temps. Je pense que c'est le plus beau que j'ai dans ma collection à ce moment-ci. C'est l'œuvre complète des poèmes de Charles Baudelaire. L'édition est comme vraiment incroyable. C'est vraiment une super belle édition. Une édition 1975, ça paraît plus vieux à cause de toute justement, la vieille couverture, mais c'est vraiment quand même relativement récent. Mais c'est un superbe travail, j'adore ce livre-là. J'espère obtenir éventuellement d'autres livres de ce genre-là parce que ça look vraiment beaucoup. Puis le livre des 9 portes est vraiment incroyable aussi. Il est beaucoup plus minimaliste que celui que je vous ai montré, parce qu'il y a quand même pas mal de motifs et de couleurs. Mais quand on regarde le livre, on sent l'ancienneté, puis on sent que c'est un livre dangereux. On voit tout le travail qui a été mis sur la confection du livre, parce que c'est pas un vrai livre, ça n'existe pas, les 9 portes du Royaume des Ombres, c'est une invention pour le film, mais on voit le travail qui a été mis sur le livre, on ressent sa pesanteur, sa texture, on voit bien on voit qu'il a été préservé quand même assez bien, mais on voit qu'il a passé à travers les époques aussi. Je trouve que c'est quand même un travail vraiment, vraiment incroyable. Tu sais, on sent que le livre a été créé par des artisans qui ont vraiment mis du soin dans cette confection-là. Tu sais, j'ai une copie du livre chez moi, dans le fond. Puis on voit que c'est pas pareil. C'est une couverture rigide qui est comme vraiment simple, flat, elle est pas aussi belle que dans le livre, pas aussi travaillée, mais tu sais, c'est comme pour une espèce de réplique, je trouve que c'est quand même nice. Je pense qu'on voit ici, je vais vous montrer peut-être la première page, comme ça ici on le voit, tu sais, il est quand même très bien reproduit le livre, là. Il est comme, il est bien fait, mais tu sais, ça n'a pas le look du véritable livre. J'en ai d'autres dans ma vision, je vais en acheter d'autres, ça c'est sûr, d'autres répliques, je vais avoir le plus de copies possible chez moi. Mais ce que j'aimerais vraiment par-dessus tout, ça serait de réussir à trouver les vrais 9 portes. Je veux dire, une vraie copie qui a été présente dans le film. Parce que j'ai fait une très brève recherche, puis on semble pas savoir où les livres sont. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces, mais il n'y a pas l'air d'avoir de monde qui en parle non plus, qui s'interroge là-dessus. On dirait que je suis le seul qui a regardé voir où ce qui serait ces livres-là. C'est-tu Polanski qui les a gardés chez eux? C'est-tu un acteur qui les a gardés? C'est-tu le studio? Ça a-tu été vendu à des collectionneurs privés? Il semble avoir aucune trace. Fait que je trouve ça intéressant, puis faire ce vidéo-là, ça me donne le goût de faire une investigation qui ferait comme refléter un peu l'espèce de
d'enquête dans le film, de trouver et retracer les 9 portes. Dans le film, c'est pour vraiment avoir un savoir occulte. Moi, ça serait pour avoir une vraie copie qui a été utilisée pour le film. Ça serait vraiment fucking malade. Tu sais, je pense pas jamais avoir l'argent pour acheter une copie qui doit valoir des millions. Mais imagine notre main dans ses mains, ça doit tellement être badass. Maintenant, je vais vous parler de quelques détails qui m'ont vraiment plu dans le film. C'est un truc que je vous ai parlé au début. Je pense pas être apte à tout nommer parce qu'il y a comme un shitload de détails, mais je vais nommer certains trucs que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Puis comme je disais un petit peu plus tôt, tu sais, on peut regarder le film comme un simple trailer, comme un film qui est fun à regarder, puis quand il est fini, ben, tu l'arrêtes, tu passes à d'autres choses. Mais si on compare le film comme une espèce de vieux grimoire occulte, ben tu peux lire puis passer à d'autres choses, ou tu peux l'étudier puis pousser ta recherche un petit peu plus loin. Puis ça, c'est un truc que je trouve le fun du film, parce que étant bâti comme ça fit terriblement avec les thèmes utilisés dans le film. Puis la structure du film peut rappeler un peu la structure d'un livre. Si on prend le générique du départ comme étant un prologue, on voit la caméra qui passe lentement à travers les 9 portes qui sont présentes dans le film de façon symbolique. Je trouve que c'est une super belle touch de commencer comme ça, puis ça met tout de suite le ton, parce que on voit, mettons, le côté architectural ancien des portes, les portes qui s'ouvrent, c'est se rapprocher de la connaissance, puis tout ça, ça fit avec le film, fait que ça donne tout de suite le ton, tu sais vraiment à quoi t'attendre en regardant ça. Puis on a le générique de fin, en fait, qui fonctionne un peu comme un épilogue, où on voit les flammes sur l'écran qui vont comme glisser lentement. On a la musique qui est comme incroyable, puis on a la voix de la chanteuse coréenne Soo Mi-jo, qui est d'une beauté vraiment sublime. Et pour faire une définition un petit peu plus précise, le prologue et l'épilogue encadrent un récit pour en améliorer la compréhension et l'impact. Le prologue, au début, introduit l'univers, pose le ton ou donne un contexte historique thématique. L'épilogue, à la fin, conclut l'histoire en révélant le destin des personnages après le dénouement, offrant ainsi une fermeture. Donc, comme je disais, le prologue donne le ton du film, la quête, le mystique, la lenteur, le mystère. Ça prend son temps, comme je disais, les vieilles architectures, les portes, tout ça, ça donne vraiment tout de suite le ton qui est poursuivi durant le film. Puis l'épilogue peut vraiment être interprété comme le sort de Corso, qu'est-ce qui arrive, parce que une fois qu'il rentre dans le monde de Lucifer avec les portes qui s'ouvrent et qui se fait envelopper de lumière, ben on voit les flammes dans l'écran qui sont pas agressives. On voit qu'ils coulent, qui sont tranquilles, qui sont lentes, qui sont sublimes, qui sont belles. Qu'est-ce que ça peut représenter? Parce qu'elle le brûle pas. Bon, c'est peut-être une espèce de contrôle. Puisque la musique est douce et sombre, mais avec une voix célestiale, ça peut suggérer un sort qui est pas torture et agonie, mais plus intellectuel, pure puissance et contrôle. Les flammes, dans plusieurs courants occultes, peuvent représenter la transformation, l'initiation et la connaissance. Le feu peut être destruction, oui, mais aussi révélation, renaissance et passage. C'est pas mal les thèmes du film, ça. Dans le film, on mentionne le fait que les copies des 9 portes qui sont restantes, dans le fond, celles de Boris Balkan, de Victor Fargas et de la baronne Kessler, sont les 3 seules copies qui ont survécu à la destruction massive des 9 portes, parce qu'il y avait plus de lits des 9 portes avant, mais ils ont été détruites probablement par l'Inquisition. Je pense que c'est pas clairement dit qui les a détruits, mais bon, on peut se douter un peu de qui. Mais il y a seulement 3 copies qui ont survécu à tout ça. Beautiful. Identical. 2 of the only 3 to escape the flames reunited for the first time in over 3 centuries. On voit également une légère décoloration au dos de la copie de Balkan. On pourrait déduire que ces copies-là aussi ont été jetées dans le feu, mais ils n'ont pas brûlé et ils ont sorti presque intacts de ce feu-là. Mais en même temps, plus tard, on voit les copies brûlées. On voit que Balkan les a brûlées, puis les copies brûlent vraiment. Pourquoi? Elles n'ont pas été brûlées au départ parce que les copies, dans le fond, les 3 livres contenaient des gravures qui avaient été faites par Lucifer lui-même. Donc c'est pour ça que ils n'ont pas brûlé, parce que c'était carrément la clé des 9 portes, puis ça pouvait pas se faire détruire comme ça.
Mais dans le fond, quand les copies brûlent plus tard, c'est parce que Balkan a tué les collectionneurs et il a arraché les gravures qui étaient marquées, qui étaient signées LCF, Lucifer. Donc en les arrachant, il fait comme enlever l'espèce de protection au pouvoir qu'il y avait. Fait que c'est pour ça qu'il est capable de les brûler. Un autre détail intéressant, on apprend à la fin du film que la dernière gravure que Balkan utilise est en fait une copie qui a été falsifiée. C'est pas la véritable clé, la véritable gravure de Lucifer sur la dernière porte, justement. On apprend que la véritable copie est dans le magasin des frères Sinisa en Espagne. C'est un endroit que Corso a visité en fait au début de sa quête. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va à l'atelier des frères Sinisa parce que c'est eux autres qui avaient le livre, qui ont vendu à Andrew Telfer, qui a vendu à Boris Balkan. Donc pour retracer un peu tout ça, il est allé aux frères Sinisa au début du film et on voit qu'à la fin, c'est eux autres qui ont falsifié la copie et donc Corso revient chez les Sinisa. Puis là, on touche un point occulte qui est quand même intéressant pour ceux qui s'intéressent à ça, parce que souvent dans un cheminement particulièrement vrai en hermétisme, mais on part, dans le fond, à la recherche, on se perd, on se découvre, on apprend, le chemin est compliqué, il est confus, il y a des détours, il y a des labyrinthes, on traverse tout ça, c'est confus, mais à la fin, on revient un peu à soi. On peut se rendre compte que l'on revient un peu au point de départ, mais que c'est pas un simple cercle, c'est plus une spirale. Dans le fond, pour faire ça simple, tu peux revenir au même endroit, mais toi, tu n'es plus la même personne. Tu comprends maintenant les symboles que tu comprenais pas avant, tu vois ce qui était caché, puis tu comprends des trucs justement qui étaient dans ta face depuis le début, qui étaient comme direct en face de toi, et que toi, tu l'as pas vu. Mais maintenant, tu le vois. Ça peut aussi être indiqué visuellement dans le film parce que lorsque Corso visite la première fois les frères Sinisa, il arrive en face de la boutique et il croise un jeune garçon qui se met à courir et qui crie « Fifi, maman! » À son retour, à la fin du film, il repasse devant la boutique des Sinisa. On ne voit pas le garçon, mais on entend... Peut-être qu'il voit les choses différemment. Que l'on parle du Solve et Coagula des alchimistes, que l'on parle du symbole très ancien de l'Ouroboros qui est présent dans énormément de cultures, le concept de retour à soi-même comme ça, c'est un truc qui est très présent, puis le fait que le film l'utilise comme ça, personnellement, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ces prochains détails que je vais parler, dans le fond, je les ai vus dans une vidéo de la chaîne YouTube Cineji. Ce gars-là, dans le fond, il a fait beaucoup de vidéos d'analyse de films, mais il en a fait beaucoup sur la 9e porte, puis c'est des trucs que je trouvais intéressants, alors je voulais les répéter ici. Au début du film, lorsque les frères Sinisa sont questionnés sur la possibilité de falsification des livres, surtout des 9 portes, ils répondent que c'est très coûteux, qu'il faut le bon papier de l'époque, que c'est presque impossible à faire, mais que ça pourrait être possible, mais seulement avec des mains de maître. En fait, ils se lancent des fleurs à eux autres mêmes parce que c'est eux autres qui ont falsifié le document, on l'apprend à la fin du film, mais on a peut-être quelques indices avant. Ils disent à un moment donné qu'ils avaient le livre depuis très longtemps en leur possession avant qu'ils le vendent au Telfer, donc ça leur donne du temps en masse pour falsifier le document. Puis il y a plusieurs indices visuels qui nous indiquent ça, comme il y a des bouteilles d'encre bien à la vue qui sont présents sur la table. Il y a une vieille imprimante dans le fond de la pièce qui peut avoir servi à imprimer les pages. Et des feuilles de papier qui sont en train de sécher en arrière-plan. Mais vu qu'ils ont dit que c'était vraiment très coûteux, pourquoi avoir fait cette falsification-là? Il y aurait deux grosses théories. Il y en a une qui sont simplement des falsificateurs, que c'est un truc qu'ils font, qu'ils aiment faire. Puis dans le fond, quand ils ont obtenu les 9 portes, ils trouvaient que c'était un challenge vraiment trop intéressant pour ne pas le faire, donc ils ont décidé de le faire. L'autre théorie qui, selon moi, est beaucoup plus crédible, c'est en fait que surtout qu'on les voit dans une gravure, dans le fond qu'on voit l'espèce de Cupidon qui est sur la gravure qui dit « le danger vient d'en haut ». Puis après, dans le fond, quand que le Corso sort des Sinisa, il se fait comme l'espèce de grand truc lui tombe sur la tête un peu. On peut voir en fait qu'ils font partie du scheme un peu, qu'ils font partie de tout ça. Donc,
ils pourraient être des espèces de gardiens du savoir, dans le fond, qui veulent pas donner la connaissance à tout le monde, mais seulement à ceux qui l'ont mérité. Donc c'est pour ça qu'ils avaient falsifié ça, pour que les gens qui tentent le rituel d'une façon soit néophyte ou soit sans grandes intentions, sans vraiment là, focus, ben dans le fond qu'ils réussissent pas ce truc-là, parce que seuls ceux qui ont fait les recherches, qui ont fait les obstacles, les expériences, peuvent réussir à ouvrir la 9e porte. Donc il serait un peu de mèche avec la fille et avec Lucifer lui-même. D'ailleurs, ils disent dans le film que même l'enfer a ses propres héros. Even hell has its heroes, senor. Un truc intéressant de savoir aussi, c'est que les frères Sinisa sont en fait joués par le même acteur. En fait, que c'est un gars qui était même pas acteur, il travaillait sur le film. Je pense qu'il était pas charpentier, mais il me semble qu'il travaillait sur les décors du film ou un truc du genre. Puis dans le fond, Polanski a demandé de jouer dans le film, puis il a fait les deux frères. Puis il y a une des deux frères que c'est la voix de Roman Polanski qui a comme traduit par-dessus. Pas traduit mais doublé par-dessus l'acteur. Mais un autre truc intéressant, c'est qu'à la fin, lorsque Corso revient, et on voit qu'il y a deux gars qui sont pas les frères Sinisa, mais qui travaillent dans le fond, qui fait comme reshaper un peu la vieille boutique, ben c'est encore le même acteur qui est là 2 fois également. Donc un acteur a joué 4 rôles et deux paires de une paire de jumeaux. Fait que c'est quand même intéressant. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas dire mettons la grande raison en arrière de ça, mais c'est quand même intéressant. Un autre élément que j'ai pris dans le Ciné-G, c'est que j'avais pas remarqué que les escaliers et les positions des personnages sont importantes. Ça marche dans une espèce de hiérarchie également. Mettons qu'on associe les marches comme un escalier de l'enfer, un passage d'un monde à un autre, ou bien un espèce de jeu de contrôle ou de pouvoir entre deux personnes. Lorsque Corso va chez Fargas, on voit qu'il monte quelques petites marches pour atteindre la maison et entrer et parler avec Fargas. Pourquoi il y a quelques petites marches? Peut-être que ça veut dire que justement le gars a une petite connaissance occulte, mais dans le fond, c'est pas intense, parce que justement, comme je disais plus tôt, il s'intéresse davantage à la rareté du livre, au craftsmanship, à l'artisanat, à tout ça dans le fond. Fait que c'est plus ça qui l'intéresse. Fait qu'il n'y a pas une grande connaissance, et pas un grand pouvoir. Fait qu'il Corso monte seulement quelques marches pour l'atteindre. L'associé de Corso, Bernie, qu'on voit un peu au début du film, est introduit en descendant des marches. Peut-être que c'est pour montrer que Bernie a des connaissances, puis qu'il descend un peu dans les secrets ou dans le monde normal, dans le fond, qui était dans un monde surélevé, mais il descend dans le monde plus normal des êtres humains. Et peut-être aussi, dans le fond, qui fait partie du souterrain, du monde, du commerce, puisque ce qu'il fait est pas nécessairement très legit. Je pense que il opère de façon légale, mais il fait quand même des tournures illégales dans sa business, on peut dire. Fait que peut-être que ça serait un lien avec ça. On voit aussi que Corso est comme debout à côté de Bernie quand ils se parlent. Ça peut montrer aussi une espèce de jeu de pouvoir entre les deux, comme quoi que Corso est beaucoup plus dangereux que Bernie, qui est dans une position justement plus petite que lui. Donc Corso est plus élevé que lui, il a peut-être plus de connaissances et il est peut-être plus dangereux que Bernie. Lorsque la fille surveille Corso au début du film, quand elle le suit dans la bibliothèque, on voit qu'elle le fait du 2e étage, encore une fois, donc d'un point de vue peut-être surnaturel, infernal. Elle le voit de haut, puis ça suggère la proximité justement avec le monde de l'occulte. Mais à ce moment-là, Corso fait comme rentrer un peu dans ce monde-là. Fait que quand il la voit, elle est floue. Oui, on peut interpréter ça, c'est juste qu'il n'y a pas ses lunettes puis il la voit de même. Mais si tu interprètes le film, tu peux voir ça comme ça. Il connaît pas le monde de l'occulte, mais il commence à voir un peu. Fait qu'elle est floue. En tout cas, moi je pense que c'est une analyse qui est intéressante parce que je trouve que rien dans le film est laissé au hasard. Mais bon, peut-être aussi que c'est de la suranalyse puis que c'était pas l'intention du réalisateur, mais je pense que ça fait partie du fun pour un spectateur de creuser et de trouver des idées de même. Fait que je laisse ça aux gens à décider ce que c'est. Lorsque le garde du corps attaque Corso, il émerge du haut de l'escalier, du haut du mal, lorsque Corso monte vers celui-ci. Donc le garde descend et l'attaque, puis on voit la fille qui vole du haut vers le bas pour le sauver. Donc peut-être le surnaturel qui intervient dans une situation terrestre. Elle refait la même chose à la fin lorsque Corso veut attaquer Balkan. Elle fait comme
descendre aussi pour l'en empêcher. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle veut que lui réussisse le rituel, puis s'il attaque Balkan, peut-être qu'il réussira pas à le faire. Donc c'est encore une fois elle qui descend le sauver. Lorsque Lyanna Telfer est introduite, elle aussi, elle descend l'escalier. Donc elle descend lentement, élégamment, séduisamment aussi. Ça peut vouloir montrer justement comme elle est séductrice, c'est une femme qui a du pouvoir, mais elle peut descendre aussi comme une femme, une figure occulte, une prêtresse ou une tentation, elle fait comme descendre lentement. Puis elle vient du haut, du surnaturel, puisqu'elle a beaucoup de connaissances, puis elle fait partie du culte satanique. Elle descend vers Corso pour lui parler, donc c'est comme si le mystère venait à lui. Elle habite aussi au château de Saint-Martin en France, puis Corso, pour pouvoir reprendre le livre qu'elle lui a volé, ben il doit escalader le mur pour atteindre le 2e étage où elle, en fond, est dans sa chambre, puis elle change pour prendre ses vêtements occultistes. Donc il faut qu'il monte pour aller la chercher au 2e étage. Puis c'est à noter que quand Lyanna reprend le contrôle avec son fusil puis son bodyguard, ben qu'est-ce qu'elle dit au bodyguard? Elle dit « Descends dans le sous-sol pour les tuer ». Fait que là, quand Corso décide de faire action enfin, puis d'attaquer le bodyguard, puis il le tue en le frappant avec un soulier, ben ils sont en train de descendre du 2e étage vers le monde terrestre, puis même vers le sous-sol, donc c'est encore pire. Fait que en plus pour le tuer, pour s'en débarrasser, puis c'est là qu'il l'attaque, donc. Peut-être. La baronne, elle habite aussi en hauteur, elle habite au 2e étage, encore une fois. Ce qu'on voit, c'est un grand escalier, puis que Corso monte, puis tu sais, ça a l'air difficile. La montée n'a pas l'air si facile que ça. Fait que si Corso fait un effort pour atteindre la connaissance, il y a peut-être quelque chose. Elle aussi justement, elle a dit qu'elle a vu le diable, puis elle a passé sa vie, en fond, à parler, à dédier sa vie au diable. Fait qu'elle a des connaissances occultes fortes. Fait que lui, il monte, aller la voir. Fait qu'encore une fois, il y a le jeu des escaliers, ce qu'il monte pour aller la voir. C'est récurrent, là. Puis on voit aussi qu'elle est vraiment très evil. On peut déduire son passé parce qu'on la voit parce qu'elle a le bras coupé quand elle parle, elle menace elle menace Corso. On voit qu'elle a le bras coupé. Puis, tu sais, elle a déjà dit aussi qu'elle a fait partie de culte puis de cette affaire dans le même. Fait que, tu sais, on peut dire qu'elle est vraiment pas mal evil. Puis si on finit par Balkan, Balkan est introduit, ce qui est un petit peu plus bas que Corso, mais il monte les escaliers pour aller le rejoindre. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive? Corso est en train de dormir, donc il est pas éveillé au monde de l'occulte, parce que Balkan est en train de faire une conférence sur la sorcellerie. Lui, il dort, donc il est pas ouvert au monde occulte. Il est endormi, il est pas éveillé. Puis Balkan arrive à côté de lui, très grand, très costaud, puis il lui parle, puis il reste. Donc là, on a un jeu de pouvoir entre les deux, où Corso est assis, l'autre est debout, il est plus menaçant. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'ascenseur, pas les escaliers, parce que c'est beaucoup plus haut, donc le niveau de diabolisme de Balkan est beaucoup plus grand. Fait qu'ils prennent l'ascenseur, ils montent au dernier étage en haut, puis on voit que Balkan, il se tient à côté des fenêtres pour regarder les autres humains qui sont tous très loin en dessous de lui, parce que lui, il a comme un ego qui est très fort, donc il est très supérieur, puis il regarde ça, puis il sourit, puis il est bien, genre. Fait que, tu sais, puis tu sais, même Corso lui demande « T'as pas un peu le vertige en te tenant là? » Puis lui, il répond pas. Fait que, tu sais, il y a comme trop d'affaires liées aux escaliers puis à la hauteur pour que ça soit aléatoire. C'est vraiment voulu. Je suis convaincu que c'est voulu. Mais à la fin, lorsque Corso veut confronter Balkan, puis quand Balkan veut faire le rituel, comment qu'ils se rencontrent? Corso est en haut des escaliers, Balkan est en bas, donc le jeu de pouvoir s'est inversé parce que Corso a subi des épreuves, il a fait l'enquête, il a découvert le LCF, les gravures de Lucifer, c'est lui qui a tout fait ça, l'autre il a juste profité du savoir de l'autre. Fait que là, Corso est supérieur à lui dans le monde de l'occulte, il a atteint un niveau qui est beaucoup plus grand, puis il descend vers Balkan pour le menacer, puis la menace marche, mais Balkan est comme beaucoup plus imposant, beaucoup plus habitué à la violence, beaucoup plus fort, et de façon physique, Balkan le force à reprendre sa place en dessous de lui, fait qu'il traverse le plancher, puis il reste là.
Puis Balkan se sent supérieur parce que maintenant il l'a forcé dans une position physiquement soumise, alors qu'on voit qu'il était comme au-dessus de lui avant. Donc, tu sais, right? Tu sais, je trouve ça, c'est vraiment un jeu de contrôle, puis c'est montré d'une façon super efficace. Puis, tu sais, t'as pas besoin de mots, c'est comme l'espèce de truc qu'on dit souvent en cinéma. Show us, don't tell. Montre-nous, mais ne nous dis pas. Je trouve que c'est une bonne façon de l'explorer parce que oui, même si tu regardes le film et tu comprends pas ces affaires-là, le fait qu'il y ait des jeux de pouvoir de même, tu peux le ressentir inconsciemment quand même. C'est juste que le fait d'avoir pris le temps d'avoir tout organisé ça, c'est une mise en scène qui est comme complètement travaillée, cohérente, puis voulue, puis badass. Encore là, je suis sûr que c'est comme pas... Tu sais, c'est comme... C'est trop... Ça arrive trop souvent pour que ça soit juste random de même. C'est clairement voulu, puis c'est comme chapeau. Je vais en dire 4 autres un petit peu plus rapidement, parce que maintenant, il faut bien que je finisse la vidéo, là, ça pue de bon sens. Fait que je vais vous en dire 4 autres, mais plus rapides. L'espèce de tour du diable là, qui est utilisé dans le film, en fait, c'est le château Puy-Vert qui est situé en France. C'est un château médiéval qui est vraiment magnifique et qui aurait appartenu dans la vraie vie au Qatar. Donc c'est vraiment... Moi je trouve ça cool de savoir ça. C'est vraiment badass. Dans le fond, oui, on voit le château à la fin lorsque les 9 portes s'ouvrent. On sait que c'est là l'espèce de portail pour ouvrir la 9e porte. On sait que Balkan le sait parce qu'il a envoyé une carte postale à la baronne pour lui montrer qu'il a vu cette place-là avant elle. Donc il est vraiment plus cool. Mais... si vous remarquez, on le voit encore beaucoup plus loin en avant de ça, lorsque on est dans la bibliothèque privée de Balkan, on voit que le château est sur une espèce de cadre en arrière-plan. Donc on voit que il y a un indice direct au début. Lorsque Corso descend dans le château final, justement dans le château Puy-Vert, quand il descend pour confronter Balkan, le réalisateur dit dans les commentaires dans le film que si on regarde les nuages dans le ciel, il y aurait le visage de la fille de Green Eyes, la fille démoniaque, là, interprétée par Emmanuel Seigné. On aurait son visage dans les nuages qui ferait comme regarder la situation. Moi, je vais être honnête, je l'ai jamais vu. J'ai regardé le film souvent. Des fois, je le pose, je regarde, je fais comme... Je le vois pas, ce maudit face-là. Fait que si vous le voyez, dites-le moi, dites-moi où ce qui est, parce que je veux vraiment le voir. Un autre truc intéressant, lorsque Corso discute avec les Sinisa et qu'il apprend que la personne responsable pour certaines gravures, ça serait Lucifer, juste avant qu'on dise le mot Lucifer, on entend une mouche voler. Lucifer? Ça, c'est pas une erreur, c'est pas un truc qu'ils ont pris puis on se dit on fera pas de mix sonore, on va laisser ça là, c'est une erreur puis c'est pas grave. Je pense pas. Dans certaines croyances chrétiennes, Lucifer et Satan, c'est comme un personnage qui ont comme mixé ensemble. C'est deux personnages différents. Je vais l'expliquer peut-être plus dans l'autre vidéo, mais bon, ils ont souvent fusionné ces deux personnages-là. Puis même des fois, soit qu'ils l'ont mélangé avec le démon Belzébuth, qui est appelé justement le Seigneur des mouches. Et finalement, lorsque la 9e porte s'ouvre à la fin du film, c'est un détail que j'ai pas vu, je l'ai écouté pendant des années, pendant au moins une dizaine d'années, avant de me rendre compte de ce détail-là. C'est vraiment con parce que moi, je focusais toujours sur Corso, la porte qui s'ouvre, la lumière, je focusais là-dessus. Mais si tu regardes au-dessus de la porte, il y a une fenêtre. Puis dans la fenêtre, il y a une silhouette noire qui l'observe. Est-ce que c'est Lucifer qui attend Corso? Probablement. Personnellement, j'adore ce film pour tout ce qui est. J'adore son ambiance, son look, ses thèmes, sa musique. Je suis complètement fasciné par la quête de connaissance de Corso. J'adore le rythme du film, sa lenteur, ses mystères. Il y a des trucs qui sont expliqués, d'autres non, d'autres qui sont suggérés, d'autres qui ont des indices, d'autres des petits clins d'œil. Il y a plein d'affaires. Puis je trouve qu'on a l'impression que le film fonctionne pour que le spectateur parte dans sa propre quête sur le film, mais aussi dans la vie. Je trouve qu'il est une bonne influence au niveau de l'occulte, même si on a souvent tendance à associer Lucifer avec le diable, avec la méchanceté, puis tout ça. En tout cas, je vais en parler plus dans la partie 2. Mais reste que, ça donne le goût de faire nos propres recherches sur l'occulte,
mais aussi sur le film en tant que tel, vu qu'il y a tellement de chars, il y a tellement d'indices, il y a tellement d'affaires, que c'est comme super fascinant de tomber dans l'analyse du film. Il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé la fin, il y a beaucoup de monde même qui n'ont pas aimé la fin, parce qu'il n'y a pas de grande révélation, pas de dévoilement, pas d'enseignement, ni de réponse, ça reste vague, c'est vraiment quasiment anticlimatique, parce que tu t'attends à une fin qui va être « Ah! » Puis finalement, c'est juste, il rentre dans les 9 portes, puis that's it. Mais moi, personnellement, j'adore ça. Je trouve que c'est comme la fin parfaite. T'sais, c'est comme la quête de Corso. Il a réussi sa quête, il rouvre les portes, il atteint l'espèce de niveau supérieur, occulte, de connaissance, puis c'est tout. Puis c'est comme, nous, on n'a pas fait ce chemin-là. Fait que je trouve que c'est comme une bonne affaire. Puis ça revient un peu quasiment à l'autre grosse analyse que j'ai faite par rapport au film La Montagne Sacrée. C'est un peu le même principe où t'as comme le film qui build vers quelque chose, puis à la fin, il fait comme pas te le donner, il fait comme revirer la situation dans la Montagne Sacrée, les Holy Mountain, il fait juste te dire, c'est un film, part à la c'est plus direct, il regarde la caméra, puis il dit, nous sommes dans un film, partez dans votre propre recherche, tandis que dans 9e porte, c'est plus subtil, il te montre juste l'image, puis t'es censé comprendre le symbole de qu'est-ce qui arrive. Puis c'est tout, puis c'est comme parfait. Ce film m'a vraiment marqué pour vraiment plusieurs raisons, parce que tu sais, c'est ce film-là un peu qui m'a fait débuter dans mes premières lectures occultes, parce que oui, je trouvais ça fascinant, mais ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait chercher, puis je suis quelqu'un qui est comme très existentiel, je suis quelqu'un qui me pose toujours la question d'existence, qui va toujours tout remettre en question, qui intellectualise beaucoup, fait que le personnage de Corso m'interpelle vraiment au niveau personnel, puis en même temps, tu sais, ça m'a fait passer par des zones très sombres dans ma vie. J'ai eu des moments où je doutais de ma propre sanité, de ma propre existence, où je me regardais, puis je me reconnaissais pas, j'avais de la distanciation vraiment beaucoup. Puis malgré ces moments très dark, où vraiment à un moment donné, je me suis carrément effondré, si on peut dire, ben je suis content d'avoir vécu ça parce que ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui et je considère que j'ai comme trouvé pas mal ma voie, je sais plus qui je suis. Puis ce film-là est un peu une espèce de miroir à ma propre quête face à la réalité, l'existence, et tout ça, et tout. Fait que, tu sais, je trouve que ce film-là est absolument parfait et je changerais absolument rien. Ah, j'ai pas le choix, il faut que je sois honnête. Il y a une petite affaire qui m'énerve dans le film. Il y a une petite affaire, c'est vraiment là, tout petit, mais ça m'a pris des années avant de me rendre compte de ça. Au début, j'écoutais le film, j'avais pas de problème. À un moment donné, après l'avoir vu 95 millions de fois, ben, je suis venu, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai fait, ouais, ce détail-là m'énerve. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on porte absolument aucune importance au texte que contient les 9 portes. Après plusieurs écoutes, je pense vraiment qu'aucune ligne de dialogue est comme consacrée à révéler ce que le livre contient en termes d'information. On se base vraiment seulement sur les gravures, sur les images. On comprend pas nécessairement non plus pourquoi les images, pourquoi les secrets ont été dévoilés à travers seulement que les gravures. On a l'impression que les gravures sont vraiment importantes puis que le texte vaut rien. Mais c'est comme, je trouve ça dommage. Puis je comprends qu'un film, c'est un médium visuel, alors se concentrer sur les images, sur les symboles, tu sais, c'est une super bonne décision, c'est vraiment cool. Mais honnêtement, j'aurais pris quelques lignes de dialogue sur le contenu du livre. Tu sais, on sait que Balkan a une connaissance vraiment très profonde du livre, autant des symboles, des graveurs que le texte. Puis même si Corso connaît le livre en tant que, tu sais, c'est un grand connaisseur, c'est un érudit, mais est-ce qu'il connaît vraiment le contenu du livre en tant que tel? Est-ce qu'il sait ce qui est écrit là-dedans? Est-ce qu'il sait toutes les complexités? Est-ce qu'il sait, est-ce que c'est quelque chose là-dessus? On ne sait pas vraiment. On sait que Balkan, oui, mais Corso, on ne sait pas vraiment. Puis des fois, je trouve que la quête est comme une espèce de comparaison des gravures du livre, mais on dirait que c'est comme une espèce de jeu de trouver l'erreur. Parce que tu as 2 images, puis la deuxième image, tu as plein d'erreurs, puis il faut que tu les trouves toutes. Mettons, il y a 15 erreurs, il faut que tu les trouves par rapport à la première image qui est comme la véritable image. Bon, des fois, on se dit, crime, ça ressemble un petit peu à ça, parce que c'est comme, dans celui-là, il y a 4 tours, mais dans celui-là, il y en a juste 3, donc trouver l'erreur, tu sais. Fait que, tu sais, sans avoir l'espèce de contenu d'information du livre, ça paraît un peu de même, des fois, je trouve. Puis je trouve que ça réduit un peu l'espèce de grandeur de la quête initiatique. Puis même si le texte n'est pas si important que ça dans l'histoire,
Tu sais, ça aurait été le fun d'avoir une couple de lignes de dialogue sur ce qu'il contient. Puis, tu sais, ça aurait pu être un aide aux images, tu sais, ça aurait pu être d'analyser une partie de texte ou une espèce de vieux poème alchimique bizarre qui est comme bourré de symboles qui aurait aidé à comprendre la gravure en tant que telle. Tu sais, ça aurait rajouté quelque chose de plus, je trouve, personnellement. Bon, c'est pas un truc grave, ça fait juste en sorte que s'il y aurait eu ça, le film, pour moi, il aurait été à 110% d'appréciation. Là, il est comme juste à 100%. Fait que tu sais, c'est comme... c'est pas tant grave que ça, tu sais. Et voilà pour la partie 1, dans le fond, je pense que j'ai fait pas mal le tour du film. C'est sûr qu'il pourrait y avoir d'autres détails aussi à discuter, mais là, à un moment donné, il faut que ça finisse. Peut-être que je vais faire d'autres choses là-dessus à un moment donné, si je trouve d'autres choses, si je trouve assez de matériel pour en parler. Si vous voulez, dites-moi ce que vous pensez du film, si vous avez apprécié le film. Je travaille présentement sur la partie 2, donc, comme je disais, l'analyse de chaque gravure, des symboles que contiennent ces gravures-là. Souvent, je vais l'analyser d'un point de vue justement occulte, à savoir pour ce symbole-là, il veut dire quoi, ce symbole-là veut dire quoi, mais souvent je vais le rapporter au film, parce que je veux pas analyser juste des symboles pour analyser des symboles, je veux le rapporter aux 9 portes, savoir un peu par quel chemin Corso doit passer pour atteindre la connaissance de Lucifer. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je dis que ça me prend plus de temps. Je voulais absolument sortir une vidéo en avril, mais la partie 2 risque de sortir peut-être plus le mois prochain, en mai, en début mai peut-être. Fait que je vais sortir le plus tôt possible, mais en même temps je veux bien faire le vidéo. Fait que après ces 2 vidéos-là, je risque de reprendre un peu mon format plus normal. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. Et à la prochaine!